Amigo, chaque année, on a des débats interminables sur le Ballon d'Or. Un festival de propagande et de mauvaise foi où chacun ne cherche qu'à défendre son joueur. Supporters, médias, joueurs, youtubeurs, coach, tout le monde y va de son grain de sel. Et moi aussi. Et cette saison ne va pas échapper à la règle. D'autant plus que cette année, pas mal de joueurs ont des raisons d'y croire, mine de rien. Aujourd'hui, ma mission est simple. Te classer tout ça et te donner mon top 10 pour ce Ballon d'Or 2025 le plus objectivement possible, bien sûr. Bon, le football est souvent question d'interprétation. Quand il s'agit de désigner qui est le meilleur, qui est le plus grand, qui est le plus fort, on n'arrive jamais à s'entendre car ce sont des classifications trop subjectives. Et dans le cas du Ballon d'Or, ça l'est encore plus, puisque durant ces 15 dernières années, les critères n'ont jamais cessé de varier pour aller dans le sens soit de Messi, soit de Ronaldo. Une critique qui a priori a été entendue puisque les critères pour l'attribution du Ballon d'Or ont été redéfinis plus clairement récemment. En numéro 1, les performances individuelles tout en prenant en compte le caractère décisif et impressionnant de ses performances. En numéro 2, l'aspect collectif et donc les trophées remportés. Et 3, la classe et le fair play. Le gagnant doit en toute logique être celui qui coche le plus de ces cases avec bien évidemment le critère individuel en premier lieu. Ces 3 points ne sont pas égaux. Bon, on sait très bien que le classement final ne reflètera pas ça à la perfection car on voit bien que même les journalistes votent selon leur sensibilité au final. Mais bon, ici, on va suivre les règles. Quand on fait le tour de la presse et des réseaux sociaux, 9 noms ressortent particulièrement. Ousmane Dembélé, Lamine Yamal, Pedri, Vitinha, Nuno Mendes, Mohamed Salah, Rafinha, Achraf Hakimi et Kylian Mbappé. Mais je vais en rajouter un pour faire un véritable top 10 et on commence direct avec Denzel Dumfries. Personne n'en parle parce que l'Inter a perdu en finale et que le monde du football aime bien résumer une saison sur la dernière image qu'un joueur ou qu'une équipe a laissée. Parce que l'Inter, la Serie A, c'est pas sexy pour le grand public, mais c'est quand même dur de ne pas mettre un joueur de cette équipe dans le top 10. On parle quand même du finaliste de la Ligue des Champions. Alors c'est vrai aussi que l'Inter c'est un gros collectif, donc c'est plus compliqué de mettre en avant une seule individualité. Mais quand même, Dumfries a, je pense, le droit à son petit top 10, ne serait-ce que pour ses prestations en Ligue des Champions. Dumfries, on le connaît, c'est puissant, c'est technique, c'est ultra offensif. On sait qu'en termes de piston droit, c'est minimum top 3 mondes chaque saison. Mais là, sa saison, il la sublime avec notamment sa demi-finale de folie contre le Barça. 2 buts et une passe décisive, dont un retourné magnifique au match aller, doublé de passes décisives au retour. Moi je dis monsieur. Pour ce qui est de la perf individuelle, on est très haut, mais niveau trophée par contre, c'est dur. Pas de Serie A, pas de Ligue des Champions, difficile de le mettre plus haut dans ce classement, même si d'un point de vue fair play et classe, absolument rien à dire. En 9e position, je place un joueur qui est régulièrement cité parmi les favoris pour ce Ballon d'Or, Kylian Mbappé. Si on est sérieux des minutes, comment on peut le placer ne serait-ce que dans le top 3 comme je peux le voir dans pas mal de débats actuellement. Ok, il a remporté le soulier d'or, 43 buts dans une saison, c'est pas rien, mais niveau impact dans le jeu, caractère décisif dans les compétitions, il est quand même bien en dessous des autres joueurs qui nous restent à citer. Pour une première saison au Real dans un contexte compliqué, c'est une saison plus qu'honorable, attention, mais à aucun moment on se dit c'est le meilleur joueur du monde, et pas de chance, même ses grands coups d'éclat n'ont pas été bonifiés par son équipe, comme le dernier Classico en championnat où il claque un triplé, mais que le Real perd. Individuellement, c'est fort, mais c'est pas top 5. Collectivement, on n'est pas loin du zéro avec seulement une super coupe de l'UEFA au compteur, et je doute fortement qu'une victoire au mondial des clubs y change quelque chose. Dans tes belles à Marca, cette compétition est nouvelle et ne dispose d'aucun prestige pour l'instant, pour permettre de rattraper sa saison. On n'oublie pas non plus les polémiques en début de saison, le comportement vis-à-vis de l'équipe de France ainsi que le déboire extrasportif qu'il a connu en Suède. Aucun jugement ici, je ne fais que récapituler. Mais ce qui est sûr, c'est que le critère classe et fair play ne le sauvera pas non plus. À part Didier Deschamps, Florentino Pérez et Mbappé lui-même, je ne vois pas qui peut sérieusement croire à un Ballon d'Or pour lui cette année. Après, je le mets quand même top 10 Ballon d'Or. Pour une saison mitigée, c'est propre quand même. Qu'est-ce qu'une saison blanche ? En 8e position, je place Mohamed Salah.
exceptionnel à titre individuel et pendant toute la première partie de saison, je pensais vraiment qu'il raflerait le Ballon d'Or. C'était mon favori. À 32 ans, sortir une saison pareille, c'est vraiment fou. Et c'est d'autant plus admirable qu'il avait des raisons de bouder cette saison puisque Liverpool a mis un temps fou à lui proposer une offre de prolongation satisfaisante. Beaucoup à sa place auraient demandé à partir dès l'été dernier ou auraient traîné la patte jusqu'à la fin de la saison et de son contrat. Mais lui non, il est allé chercher sa prolongation sur le terrain, à la sueur de son front et au mérite de son talent. Ça, c'est ce que j'appelle un véritable champion. 29 buts et 18 passes décisives rien qu'en première ligue, c'est incroyable. Si je ne le mets pas plus haut aujourd'hui, c'est en grande partie à cause de sa campagne européenne. 3 buts seulement et uniquement contre les plus petites équipes de son groupe. Pas décisif dans les grands matchs et particulièrement en huitième de finale face à un concurrent direct, Ousmane Dembélé. Le palmarès également est trop light par rapport aux concurrents, une première ligue seulement dans la besace, élimination en huitième de Ligue des Champions, défaite en finale de Carabao Cup, pas de FA Cup non plus. Il est beau ce titre de champion, mais ça ne suffit pas à faire pencher la balance en sa faveur. Bon, niveau classe et fair play, c'est 10 sur 10 par contre, je l'ai déjà dit, vu sa situation, je pense que beaucoup de joueurs auraient fait un caca nerveux. Respect. En sixième position, un joueur fabuleux que j'aurais aimé mettre plus haut personnellement tant il m'a régalé cette saison, c'est Pedri. Si on m'avait dit qu'après la retraite de Xavi et Iniesta, que Barcelone retrouverait aussi vite un joueur de cette qualité, je n'y aurais jamais cru. Alors évidemment, il n'a pas encore l'aura ni le palmarès de ces deux glorieux aînés, mais il est clairement fait du même bois. Donc là tu vas me dire, mais si tu le kiffes tant que ça, pourquoi tu ne le mets que 6ème? Bah déjà parce que ce n'est pas un classement subjectif, sinon ça n'aurait pas un grand intérêt. Aussi parce que son niveau n'a pas été assez valorisé par de grands coups d'éclat individuels. Là de mémoire, le seul grand moment qui me vient à l'esprit, c'est son bombasso en finale de Coupe du Roi. Alors attention, encore une fois, ça ne veut pas dire que je trouve Pedri mauvais sur l'ensemble de la saison. Bien au contraire, Pedri, moi je dirais que sur l'ensemble de la saison à chaque match, ça oscille entre le 15 et le 20 sur 20. C'est rarement en dessous. Vraiment, il est d'une régularité au plus haut niveau assez exceptionnelle. Mais c'est vrai que pour valoriser tout ça, généralement, dans le classement du Ballon d'Or, il faut des moments marquants. Pedri non seulement a un rôle un peu ingrat sur le terrain, mais en plus de son rôle de joueur de l'ombre, il est régulièrement éclipsé par deux joueurs beaucoup plus mainstream, beaucoup plus visuels, Lamine Yamal et Rafinha. Si ça ne tenait qu'à moi, je n'en ferais pas cas. Pedri a été extraordinaire toute la saison et c'est un milieu de terrain qui brille avant tout dans la construction du jeu, dans la technique pure, par son intelligence et sa régularité. Mais ça, malheureusement, le grand public a toujours du mal à le valoriser comme il se doit. D'autant plus que pour le Ballon d'Or, on a également le critère décisif qui force à prendre ce genre de décision et à valoriser les attaquants. Ou alors les joueurs à d'autres postes qui ont réellement surperformé et qui ont réellement eu une grosse contribution en termes de statistiques. Pour ceux qui voudraient faire une comparaison avec Rodri la saison dernière par exemple. Au niveau palmarès, Pedri peut se targuer d'avoir remporté la Liga et la Coupe du Roi. C'est beau, surtout dans un Barça qui a dû composer avec une situation financière quand même compliquée, en lançant beaucoup de jeunes notamment, mais il nous reste d'autres joueurs avec un palmarès encore plus lourd. Niveau classe et fair play, à moins que quelque chose ne m'échappe, rien à signaler. Ah, celui-là, il me fait plaisir. Je me souviens encore de son premier match en pro. J'avais eu la chance de le commenter à la télé pour RMC et direct, j'avais vu que c'était un phénomène. Par contre, j'étais loin, mais alors très loin d'imaginer qu'il deviendrait un 6 meneur de jeu d'une telle classe et d'une telle intelligence. Avec Vitinha, c'est un sacré pari qu'a tenté Luis Enrique et aujourd'hui, il est clairement payant. On est obligé de s'incliner. D'un point de vue individuel, je fais le même constat que pour Pedri, il a été excellent dans son rôle toute la saison. Son aisance balle au pied, sa capacité à éclaircir le jeu même quand il y a une énorme densité au milieu de terrain, sa qualité de frappe aussi. Magnifique joueur, vraiment. Mais lui non plus n'a pas les grands coups d'éclat individuels pour passer devant d'autres joueurs, ne serait-ce que de sa propre équipe. J'ai également en tête son pénalty raté en demi-finale de Ligue des Champions. Pour le critère décisif, ça fait tâche. Par contre, là où il prend le dessus par rapport à un Pedri, par exemple, c'est bien évidemment au niveau collectif. Il a été un pilier fondamental de la conquête du triplé du PSG, mais aussi de la victoire en Ligue des Nations du Portugal. Niveau palmarès, on ne fait pas mieux cette saison. Niveau classe et fair play, là aussi, rien à signaler. Un joueur discret, humble et performant. Alors depuis cette victoire en Ligue des Nations, pas mal de médias ont commencé à se demander « et si c'était lui ?» Moi j'aimerais bien, hein. C'est clairement le joueur que je préfère dans cette liste.
Mais de la même manière que je n'aurais pas donné un ballon d'or à Lamine Yamal si l'Espagne avait gagné la Ligue des Nations, je n'en fais pas un argument suffisant pour mettre Vitinha plus haut dans ce classement. Faut être cohérent, je suis très content que le Portugal ait gagné ce trophée, tu te doutes bien, mais ce n'est ni un euro, ni une Coupe du Monde. Gardons la tête froide. Alors le prochain il risque de pas plaire à tout le monde, donc je vais en profiter pour demander maintenant à mettre un petit pouce bleu et à lâcher son meilleur abonnement. Hein. Après ça, je suis pas sûr que vous le fassiez. Allez, on attaque le top 5 et celui-là, c'est celui qui m'a fait le plus rire et le plus réagir ces 2 dernières semaines. J'en ai vu des coups de poker dans ma vie, mais alors celui-là, il était grotesque. Para mí el Balón de Oro es al mejor jugador del año, pero ya dije que si se quería dar por el partido de hoy, pues que yo estaba abierto, que no tenía ningún tipo de problema. Comme l'a très bien dit Konaté, ce gamin est aussi fort sur le terrain que derrière un micro. Ça me paraissait évident que le joueur et le journaliste recadraient le débat du Ballon d'Or à leur avantage. Normalement, ça aurait dû tout juste nous faire sourire en France. Mais non, ça a marché. Cette compétition dont tout le monde se moquait royalement jusqu'à présent, cette série de matchs amicaux à peine améliorés qui n'a jamais eu la moindre résonance est devenue un argument crédible pour certains en faveur de Yamal. Par contre, ces mêmes personnes ne disent pas que Vitinha ou Nuno Mendes méritent le Ballon d'Or parce qu'ils ont gagné la Ligue des Nations. Hein. Quand CR7 gagne la Ligue des Nations en 2019, personne, même côté portugais, n'a osé réclamer un Ballon d'Or. Logique. Quand Benzema la gagne en 2022, ça se fait sur la base de ses perfs de fou en Ligue des Champions. Le fait qu'il gagne la Ligue des Nations cette même année, c'est un plus. Mais ça ne ressort jamais dans les débats. Mais là, on a voulu nous faire croire que la simple confrontation directe entre Yamal et Dembélé pouvait tout faire basculer. Un peu comme quand Kaka gagnait son duel face à Ronaldo en 2007. Et le pire, c'est que ça a failli marcher puisqu'il a marqué dans cette demi. Mais bon, pas de chance, tonton Cristiano est venu contrecarrer ses plans en finale. Mais s'il avait marqué et gagné cette finale, je pense qu'aujourd'hui, les médias, et notamment en France, auraient effectivement fait de lui leur nouveau favori. Et franchement, je trouve ça dingue. Que Yamal l'espérait, je le comprends, c'est dans son intérêt. Que les médias et fans catalans poussaient en ce sens, c'était aussi dans leur intérêt, pas de problème. Mais qu'en France on puisse tenir ce genre de discours, là, ça me choque. Clairement, on voit les journalistes qui ont un agenda contre le PSG. Et petite précision pour ceux qui me découvrent, je suis supporter de l'OGC Nice, pas du PSG. Là, tout ce que je fais, c'est un constat, c'est tout. Je reprends l'exemple de 2007. Quand Kaka prend le dessus sur Ronaldo, il le fait en demi-finale de Ligue des Champions. Et derrière, il va gagner le titre en étant décisif en finale. Il y a un enjeu maximal autour de cet affrontement direct. Il ne le fait pas en demi-finale de Coupe des Confédérations. Un duel en soi, ça ne vaut rien. Il faut qu'il y ait un véritable enjeu, une pression, un prestige. En tout cas, dans ma vision du football et de la méritocratie. Après, il faut reconnaître qu'à titre individuel, Yamal a de très beaux arguments. Si on parle d'effet waouh, si on parle de talent pur, de beauté, de spectacle produit, Yamal a clairement un niveau Ballon d'Or cette saison. Et même si ce critère d'évaluation est subjectif au possible, il est présent officiellement. Mais contrairement à ce que j'ai pu lire, ce n'est pas le critère principal. C'est la performance individuelle dont le caractère impressionnant est décisif. Et chez les pros Yamal, ça s'est transformé en le joueur le plus impressionnant doit être récompensé. Là encore, on recadre le débat où ça nous arrange. Yamal, c'est le phénomène de la saison. Avec ce gamin, on en a pris plein les yeux et particulièrement lors des demi de Ligue des Champions contre l'Inter. D'ailleurs, j'espère qu'on a des nouvelles rassurantes de Di Marco, le pauvre. Ce que Yamal a réalisé pour un gamin de 17 ans est tout juste exceptionnel, c'est indiscutable. On est en train d'assister à la naissance de quelque chose de grand. Il est le plus grand talent du football à l'heure actuelle. Mais ce que les gens ne comprennent pas ou ne veulent pas comprendre, c'est qu'être le joueur le plus talentueux ne fait pas de toi le joueur le plus performant de la saison. En termes de production, de régularité dans la performance, il est en dessous d'un Rafinha ou d'un Dembélé. D'ailleurs, le trophée de meilleur joueur de la Liga a été attribué à Rafinha, par Yamal, et celui de meilleur joueur de la Ligue des Champions a été attribué à Ousmane Dembélé. Pareil à mal. Je comprends qu'on ait envie de lui donner un ballon d'or. On aime tellement les histoires d'enfants prodiges dans le football. Puis il est tellement sensationnel qu'il est facile de lui pardonner ses manques. C'est d'ailleurs ce que j'avais fait dans cette vidéo quand il était critiqué pour ne pas avoir marqué depuis 3 mois en Liga. Mais là, on parle d'élire le joueur le plus performant de la saison. L'exigence doit être maximale. Si seul le talent et l'effet waouh comptent, dans ce cas, Neymar devrait avoir au moins 3 ballons d'or. Reste le critère classe et fair play.
Moi, j'aime bien sa personnalité, sa petite arrogance, d'autant plus que derrière, les performances suivent. C'est pas juste une grande bouche. Je trouve ça plutôt stylé. C'est cool d'avoir des personnages moins stéréotypés dans leur communication. Je dirais même que ça manque aujourd'hui dans ce football aseptisé. Mais si j'étais son agent, perso, je lui dirais de faire gaffe. Pour l'instant, il fait ça de manière assez amusante. Il est jeune, ça passe. Mais s'il force dans cette voie-là, ça ne va pas louper. Il va vite avoir le droit au même traitement que Ronaldo ou Mbappé et ça risque de lui jouer des tours pour les prochains ballons d'or. Au pied du podium, je place Rafinha. Alors lui, niveau surprise, il se place très haut. Je ne sais pas si c'est une question de maturité, si c'est le jeu de flic qui lui convient mieux, ou s'il a eu un déclic psychologique, certainement un petit peu de tout ça. Mais alors, quelle saison! Quelle différence! Il a signé la saison la plus prolifique de sa carrière avec 34 buts et 25 passes décisives, en plus d'une vraie influence dans le jeu par sa qualité de dribble, de percussion, mais aussi par son placement hybride, mi-ailier, mi-attaquant de soutien. Flick l'a rapproché du but et ça s'est bien senti. Co-meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 13 buts dont un triplé contre le Bayern, 2 doublés contre Benfica et un but en demi-finale retour contre l'Inter. Si on rajoute les 8 passes décisives, il est impliqué sur 21 buts en Ligue des Champions cette saison, soit autant que Ronaldo en 2013-2014 qui avait marqué 17 buts et délivré 4 passes décisives. En Espagne, il a été le cauchemar du Real Madrid, 3 buts et une passe décisive sur les 2 matchs de championnat, dont un doublé décisif au retour. Il a clairement été impressionnant et décisif dans la conquête de la Liga et de la Copa. Copa dans laquelle il a encore inscrit un doublé et délivré une passe décisive en finale contre le Real Madrid. Pardon la mine, mais si un joueur du Barça devait prendre le Ballon d'Or cette saison, ça aurait dû être lui. Mais bon, après la finale de Ligue des Champions, on savait que c'était cuit pour Rafinha, donc la narrative s'est vite concentrée sur Yamal qui avait encore l'espoir d'une Ligue des Nations salvatrice. Et puis on parle aussi d'un joueur qui n'a pas forcément bonne presse, un joueur qui a longtemps été considéré comme moyen plus, qui brille tout d'un coup, ça donne l'impression à beaucoup que c'est tout le football qui a régressé et pas le joueur qui a progressé. C'est stupide, mais combien de fois ai-je pu lire sur Twitter « Si Rafinha gagne le Ballon d'Or, c'est que le football est mort ». D'ailleurs, c'était exactement la même logique de con la saison dernière pour Vinicius. Elle doit être dure à avaler cette saison quand même. Vraiment, il ne lui manquait que la Ligue des Champions pour prendre ce Ballon d'Or. Ça y est, on arrive sur le podium et on continue avec un latéral, ce qui est quand même assez rare parce que le dernier latéral à avoir foulé le podium, c'est Roberto Carlos en 2002. Et avant ça, c'était Paolo Maldini en 1994. Mais aujourd'hui, Nuno Mendes vient redorer le blason de ce poste. À gauche, il a clairement été le meilleur du monde cette saison. On connaissait ses qualités de contre-attaquant, sa capacité à perforer les défenses par sa puissance et sa vitesse. Mais cette saison, on a eu droit à une version plus complète, avec plus de fiabilité défensivement. Il suffit de voir son tableau de chasse pour se rendre compte de sa progression. Mohamed Salah, Bukayo Saka, Denzel Dumfries, Lamine Yamal, les joueurs les plus performants, les plus durs sur qui défendre, ont fini dans sa poche cette saison. Alors je note quand même une évolution entre sa première et sa deuxième partie de saison. Je pense que l'arrivée d'un ailier ultra travailleur devant lui, comme Gvara, n'est pas étrangère à son progrès défensif. Forcément, quand tu partages la charge de travail sans ballon, ça devient plus facile. Mais quand même, il a bien progressé et il s'est montré décisif également avec 2 buts et une passe décisive durant la double confrontation en quart de finale contre Aston Villa et aussi avec un but et une énorme presta contre l'Espagne en finale de Ligue des Nations. À titre collectif, il est au max, le triplé avec le PSG, la Ligue des Nations avec le Portugal et d'un point de vue comportement absolument rien à dire, je n'ai même pas le souvenir de l'avoir entendu parler cette saison. C'est le jour de gloire des latéraux aujourd'hui puisqu'en numéro 2 je mets Achraf Hakimi. Et franchement, c'est même plus qu'un numéro 2 dans mon esprit, c'est un numéro 1 bis. S'il prend le Ballon d'Or cette saison, franchement, ça me va aussi. Bon, avant toute chose, je passe le bonjour à tous ceux qui se sont foutus de ma gueule quand j'ai dit qu'il était le meilleur latéral droit de Ligue 1 du 21e siècle. Je vous ai pas oublié. Bref, le PSG a le meilleur latéral gauche et le meilleur latéral droit du monde cette saison. Joueur fondamental dans la réussite de Paris. Si tu l'enlèves, ce PSG ne fait pas cette saison de taré. Il a une telle importance dans le système de Luis Enrique, ne serait-ce que pour les sorties de balles. Offensivement, c'est un avion de chasse. Défensivement, il est devenu bien plus rassurant qu'avant. D'ailleurs, il suffit de voir le nombre de matchs de Ligue 1 auxquels il n'a pas participé en fin de saison. C'était le joueur qu'Enrique voulait absolument protéger. Et ce que j'apprécie aussi, c'est que c'est le seul
seul qui a été 20 sur 20 du début à la fin de cette saison. Les autres Parisiens ont tous eu une période de moins bien en cours de saison. Lui, c'était carré de A à Z. Impressionnant sur son côté droit, décisif en Ligue 1 et en Ligue des Champions et pas n'importe quand. C'est lui qui marque pour débloquer le match en quart contre Aston Villa et en finale contre l'Inter. On n'oublie pas non plus le but de la victoire contre Arsenal en demi. Collectivement, il est au top également puisqu'il a littéralement gagné les trophées de toutes les compétitions dans lesquelles il était engagé. Alors certains me diront que Mendes a gagné la Ligue des Nations et a donc un plus gros palmarès. En plus, il a marqué en finale et Pocket Yamal. Oui, c'est vrai, mais en même temps, Hakimi ne risquait pas de la gagner cette Ligue des Nations puisque le Maroc ne peut pas y participer. Ce serait très injuste de le sanctionner là-dessus. Et puis surtout, je préfère valoriser le fait qu'il ait été décisif dans les matchs les plus importants de la compétition la plus prestigieuse de la saison. Au niveau classe et fair play, rien à dire. On peut même apprécier le fait qu'il n'ait pas célébré son but contre l'Inter. Perso, si j'avais été à sa place, ancien club ou pas, un but en finale de Ligue des Champions, je fais 3 fois le tour du terrain à poil, rien à foutre. J'imagine qu'on va me parler des accusations de mais ça date de 2023. Le jugement n'a pas encore été rendu, donc je respecte la présomption d'innocence. Et en première position, oui, encore un Parisien, Ousmane Dembélé. Si on m'avait dit qu'un jour je ferais une vidéo pour dire qu'Ousmane Dembélé est le gagnant logique du Ballon d'Or, je ne l'aurais pas cru. Et surtout pas avec cet Ousmane Dembélé. Cette version-là, vraiment je ne l'ai pas vu venir. Mais en même temps, quelle évolution! On a touché au sublime. Alors beaucoup disent que Dembélé a été nul en début de saison et qu'il ne mérite pas le Ballon d'Or, qu'il n'a eu ce niveau qu'à partir de janvier. Pour moi, c'est une demi-vérité. Oui, il a eu une nette évolution depuis la mi-décembre 2024 pour être exact, où on passe d'un Dembélé très bon en Ligue 1, mais pas encore assez efficace en Ligue des Champions. Et j'avoue que même moi à cette époque, je ne croyais plus en sa capacité à devenir un véritable top player, efficace et régulier au plus haut niveau. Mais durant ces 4 mois où il joue encore ailier majoritairement, il est bon dans le jeu et marque tout de même 5 buts et délivre 6 passes décisives en Ligue 1. C'est surtout en Ligue des Champions où ça coince. J'entends la critique, mais si on se sert de cette période creuse de Dembélé niveau stats pour dire qu'il ne mérite pas le Ballon d'Or, il faut le faire également pour Yamal, qui a également connu une période difficile en termes d'efficacité, avec aucun but en Liga durant 3 mois, malgré de belles prestations dans le jeu. Puis il faut bien comprendre une chose, des Messi et Ronaldo qui sont quasiment 10 sur 10, 15 sur 10 toute l'année à tous les matchs dans toutes les compétitions, on n'en a plus actuellement et on va attendre un petit moment avant d'en avoir. D'ailleurs, ça sera peut-être Yamal, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Après, pour Dembélé, il y a eu le déclic. Et là, on a eu le droit à des performances de Ballon d'Or. Le spectacle et l'efficacité en Ligue 1 et en Ligue des Champions. 33 buts et 15 passes décisives en 49 matchs. Le ratio est dingue. Depuis décembre 2024, on n'a pas assisté uniquement à une amélioration des stats. Il a été au top dans tous les aspects de son jeu et il a dépassé sa fonction initiale comme personne d'autre ne l'a fait cette saison. C'est pour ça que je le place en premier. Individuellement, on ne fait pas mieux. Finition, création, activité, effort défensif. On est passé d'un ailier droit créatif et irrégulier à un œuf total sur qui repose toute l'animation offensive du champion d'Europe. Je ne veux même pas l'appeler faux neuf, son rôle est tellement complet, il est tellement partout sur le terrain, il est 8, il est 10, il est 9. Faux neuf, je trouve ça presque réducteur tant c'est une folie ce qu'il a produit sur ces 5 derniers mois. Au niveau individuel pour moi on ne fait pas mieux, je comprends qu'on soit plus impressionné par Yamal visuellement, c'est nouveau, c'est frais, et puis un gamin de 17 ans qui martyrise tout le monde, ça choque plus qu'un joueur de 27 ans qu'on connaît déjà très bien et qui explose après des années de frustration. Mais en termes de performance, Dembélé est au-dessus cette saison. En plus, il a été décisif dans tous les matchs importants et notamment en finale de Ligue des Champions avec un doublé de passes décisives et un véritable récital dans le jeu. Sans oublier les buts cruciaux contre Arsenal et Liverpool. Meilleur buteur de Ligue 1, meilleur joueur de Ligue 1, meilleur joueur de la Ligue des Champions. On ne peut que s'incliner. Le palmarès également est intouchable. Ligue des Champions, Ligue 1, Coupe de France, avec, comme on l'a déjà dit, une influence majeure dans chacune de ses conquêtes. Niveau classe et fair play également, rien à dire. Il aurait pu réagir, il aurait pu très mal réagir, notamment après les déclarations de Deschamps, quand il te dit que ça reste encore ouvert après la victoire en Ligue des Champions pour le Ballon d'Or et qu'il te cite Mbappé et Yamal, même Lewandowski, je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui auraient quand même pété un câble. Bref, celui qui coche toutes les cases cette année, c'est lui. Bravo Ousmane.
Tu as enfin compris que le talent et le spectacle ne suffisaient pas. Tu as travaillé dur et tu t'es mis au service du collectif. Et aujourd'hui, tu es devenu un vrai top player et le vrai favori à ce Ballon d'Or 2025. Franchement, respect. Et grand respect également à Luis Enrique pour cette métamorphose, pour le travail qui a été accompli avec ce joueur. Une métamorphose aussi belle qu'inattendue. C'est du grand art. Voilà amigo, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me donner ton top 10 du Ballon d'Or ou si t'as le fait au moins le top 3 du Ballon d'Or dans les commentaires. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Pense bien à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner surtout avant de partir. Moi je te dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.